Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul à être dans tous mes états. François Asselineau, il l'a démontré depuis déjà une quinzaine d'années, il sait être dans tous ses états. Qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas ou qu'on le démonétise, François Asselineau est là. Il a énormément de personnes qui le suivent et de ce point de vue-là, je trouve que c'est la moindre des choses, ici à Sud Radio et dans mon émission, de le recevoir pour parler évidemment de quoi ? De ces élections, pas spécialement de ces élections, mais de ce que nous donne comme miroir ce 9 juin prochain où vous allez voter, ou pas, effectivement, c'est votre choix, sur les candidats français aux élections européennes. Qu'est-ce que ça veut dire ? On en parle tout de suite avec François Asselineau. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Je suis le mal aimé. Alors c'est intéressant parce que vous êtes bien aimé par un certain nombre, des dizaines de milliers de personnes qui vous suivent et qui d'ailleurs me disent de temps en temps quand est-ce que vous recevez François Asselineau. Et puis effectivement, du point de vue des sondages, etc., on dit ah oui mais François Asselineau il faut lui donner quelques minutes parce que voilà, il va faire 0,1, etc. Mais sortons de cela. Et François Asselineau, en fait, première question que je voudrais vous poser, c'est ceci. Vous êtes pour le Frexit, ça fait 15 ans que vous défendez le Frexit, que vous l'avez théorisé, enfin, avant vous, soyons clairs, il y a eu Philippe Séguin, puis il y a eu le général de Gaulle, et puis beaucoup d'autres, mais enfin, dans ces temps-là, vous avez vraiment beaucoup, documents à l'appui, parlé de la nécessité du Frexit. Mais alors, on pourrait vous dire, pourquoi vous présentez aux élections européennes, dans la mesure où est-ce que ça n'aurait pas été plus fort de dire, écoutez, ce Parlement européen, cette Union européenne, elle est bidon, pour être schématique, et moi je préconise le vote blanc parce que vous savez très bien que, en tout cas je parle au niveau européen des plus de 577 députés, vous avez peu de chances d'avoir des frexiteurs en majorité. Alors merci d'abord de me recevoir André Berkov, je suis sensible à votre souci démocratique. Deuxièmement, un parti politique est fait pour se présenter aux élections. Lorsque Jean-Guy Talamone, qui est un indépendantiste corse, se présente aux élections régionales en Corse, personne ne trouve à redire. D'ailleurs, il a été élu, il a dirigé la collectivité de Corse. Donc, il est normal qu'on se présente pour faire valoir justement nos analyses. Et c'est très important qu'on soit présent parce que si on ne vote pas, ou un vote blanc, ou un vote nul, oui, en fait, ça sera interprété, ça sera passé sous silence par les médias. Emmanuel Macron a laissé entendre que c'était quasiment cette fois-ci un référendum sur l'Union européenne. Donc, c'est le moment d'en profiter. C'est un référendum. Et c'est un référendum pour vous. Moi, je pense que si vous avez évoqué les sondages, vous savez, ça fait quand même 5 ans qu'on n'a pas été présent à des élections. On avait fait 1,2% en 2019 aux élections européennes. Là, nous avons bon espoir au moins de dépasser les 3% qui nous permettraient d'être remboursés. Et nous avons bon espoir de dépasser les 5% parce que sur le terrain, je vois quand même un formidable engouement. J'ai fait des dizaines de réunions publiques sur le terrain et les salles sont pleines. Nous, c'est l'occasion pour nous. De toute façon, les gens qui voteront pour la liste Asselineau-Frexit n'obtiendront pas, on ne pourra pas faire le Frexit. Pas plus d'ailleurs que ceux qui proposent une Europe écologiste, une Europe des nations, une Europe sociale, etc. Puisqu'en fait, les députés européens ont peu de pouvoir. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais c'est quand même, ils en ont très peu. Ils en ont très peu. En revanche, c'est une formidable tribune pour parler. C'est exactement ce qu'avait fait le Britannique Nigel Farage quand il avait créé le UKIP, le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni. Ouais. Il avait réussi à avoir des député, il avait européen, il avait transformé ça en tribune et petit à petit il avait fait rentrer dans des esprits, notamment des Britanniques, la possibilité de sortir de l'Union européenne. Ce fut le Brexit. Et notez bien d'ailleurs que Nigel Farage, ça s'est pas fait en 3 jours ni en 3 ans. Il a mis, entre le moment où il a créé son parti politique et le moment où il y a eu le référendum sur le Brexit, il s'est passé au moins 25 ans. Et puis les négociations entre le moment où la Grande-Bretagne a voté Brexit et au moment où ça s'est passé, ça a été 3 ans aussi. Absolument. Donc ça
ça veut dire que, parce qu'il y a des gens qui disent, regardez, vous faites des petits scores, mais en 2014, on avait fait 0,4, en 2019, on a fait 1,2. Je pense que là, ça va être le moment de notre décollage. J'espère qu'on va dépasser les 5. Et si on a des eurodéputés, ça va déménager. On va renverser la table, si vous voulez. On va pas faire du Bardella, c'est-à-dire être absent. Nous, on sera présent et on fera de la véritable opposition. Oui, et on dénoncera notamment des engrenages fatals comme celui qui nous entraîne à la guerre contre la Russie. Mais on va en parler de cela, François Asselineau. Bon, mais peut-être c'est pas à supposer que vous ayez député. Je vous le souhaite, évidemment. On peut souhaiter ça. Enfin, c'est pas avec 4-5 députés vous allez changer la donne. Surtout que, et je voudrais qu'on parle du fond maintenant, parce que quand vous dites et que vous avez fait le Frexit, est-ce que aujourd'hui, très sincèrement, avec la Cour de justice de l'Union européenne, avec l'état de droit européen, est-ce qu'on n'est pas, franchement, aujourd'hui, enserré comme Gulliver avec les Lilliput, avec toute une série de règlements, je ne parle pas des lois, je ne parle pas de tout cela, qui fait que c'est extrêmement difficile, avec le Conseil européen qui ne dépend pas du Parlement européen du tout, avec Ursula von der Leyen et ce qu'elle fait, elle, avec son comité, on l'a vu dans les vaccins, etc. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, François, si nous ça comprend, on dit bon, allez voter, tous nous disent ça, allez voter, mais qu'est-ce que ça va changer? Je ne parle pas du point de vue de l'élection. Et est-ce que le Parlement, l'Europe en tant qu'Union européenne, en tant que ces structures créées, comme vous le savez déjà depuis par Schuman, Monnet et compagnie, ça a commencé à ce moment-là. Ça n'a pas commencé avec Maastricht. Ça a commencé bien plus tôt, d'être enserré complètement et pratiquement paralysé. Alors, vous avez parfaitement raison. Moi, j'explique que tous les 5 ans, on a ces élections qui sont un peu un sketch, parce que vous voyez des responsables qui vous proposent chacun leur projet d'autre Europe, et je le disais à l'instant, en fait, ils n'ont pas le pouvoir de le faire, parce que changer d'Europe, j'ai vu que c'est le slogan, par exemple, de monsieur Larouturou, mais ils proposent tous de changer d'Europe. Changer d'Europe, ça veut dire changer les traités européens. Et pour changer les traités européens, il faut la signature de 27 gouvernements qui sont d'accord sur un nouveau traité à la virgule près, plus ensuite 27 ratifications de 27 parlements nationaux ou de référendums nationaux. On l'avait vu par exemple au moment du traité constitutionnel européen, le gouvernement français avait signé le traité en fin 2004, les Français ont dit non par le référendum de 2005. 27 plus 27 égale 54 institutions. C'est devenu impossible à modifier, et en plus notez bien qu'à aucun moment les eurodéputés n'interviennent. Donc moi ce que nous disons, nous, c'est que nous ne pourrons pas plus que les autres changer l'Europe. On ne pourra pas imposer un Frexit. Mais ce que l'on pourra faire, et ne sous-estimez pas l'impact que ça aurait si on avait 5, 6 députés. À partir de 5%, on a 5 députés. S'il y avait 5, 6, 7 députés français au Parlement européen qui mettaient sur la table, qui imposaient le débat sur le Frexit. Parce que aujourd'hui, je vous remercie infiniment encore une fois de me recevoir, mais vous savez, vous êtes quasiment le seul. Nous sommes complètement blacklistés par les grands médias, les pires étant les médias publics d'ailleurs, parce que, en fait, c'est comme si on ne voulait pas que le débat ait lieu en France sur la sortie de l'Union européenne. La meilleure preuve, ce sont ces débats à répétition que l'on voit, avec toujours les 8 mêmes têtes de liste de M. Bardella à Mme Aubry. Ils sont tous d'accord pour rester dans l'Union européenne et dans l'euro. Et ils ont beau dire qu'ils vont changer ci, qu'ils vont changer ça, ils ne le pourront pas. Nous, ce que nous voulons, c'est imposer le débat. Alors justement, puisque vous avez effectivement le micro, François Asselineau, mais une question. Vous dites, oui, on est blacklisté par les médias et par une certaine partie des médias, une grande partie. D'accord. Mais est-ce que vous êtes quand même là depuis 15 ans? UPR existe depuis 15 ans. 17 ans, voilà, 17 ans, très bien. Et comment vous expliquez, vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs qui existent depuis ce temps-là, mais comment vous expliquez que, étant vos conférences sur Internet, vous êtes très 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 organisés, comment vous expliquez que justement vous êtes à ces scores-là? Et j'explique juste. Il y a quelqu'un qui s'appelle le Parti Socialiste. Vous savez que le Parti Socialiste, dans tous les médias, il n'y a pas de problème, etc. Vous avez vu quand même la débandade qui se sont pris aux dernières présidentielles, législatives et autres. Vous avez vu à quel score est aujourd'hui le Parti Socialiste, qui pourtant a tous les médias.
Donc, est-ce que vraiment il y a une corrélation entre votre présence médiatique et vos faibles scores? Alors, c'est pas moi qui le dis. Tout le monde sait qu'il y a une corrélation entre l'argent mis dans une campagne, la présence médiatique et les scores. Cela étant, c'est une corrélation qui n'est pas parfaite. Et par ailleurs, il y a des évolutions en cours, c'est-à-dire que les médias mainstream ont de moins en moins de pouvoir. Ils en ont encore beaucoup, mais ils en ont de moins en moins parce que se développe l'information sur les réseaux sociaux. J'ai vu que Madame Rachida Dati se plaignait hier que 62% des Français, paraît-il, préfèrent aller s'informer sur les réseaux sociaux plutôt que sur les grands médias. Elle devrait quand même se poser des questions. Par ailleurs, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Nigel Farage, il a mis 25 ans pour parvenir au Brexit. Il a commencé à décoller au bout de 15 ou 16 ans. C'est justement la durée qui nous sépare de la création de l'UPR. Il y a une durée propre aux idées, si vous voulez. Créer un parti nouveau avec une idée qui est révolutionnaire, en fait, sortir de l'Union européenne, ça ne va pas de soi. Il faut que les gens s'acclimatent. Et il y a quelque chose que je note dans les réunions publiques ou dans nos adhésions qui sont actuellement en croissance exponentielle, c'est qu'il y a un profond changement sociologique de la population française depuis quelques années. Avant, on avait essentiellement des jeunes qui nous avaient découvert sur Internet. Depuis 3-4 ans, on a de plus en plus de personnes âgées qui adhèrent. Et pour une raison qui me paraît très, très prometteuse pour l'avenir, jusqu'à il y a quelques années, quand je développais des analyses hostiles et contraires à l'Union européenne, les gens m'écoutaient, mais des gens me disaient oui, mais bon, mais l'Europe, c'est la paix. Voilà. Et puis l'Europe, c'est le bien-être. Et puis l'Europe, c'est les libertés. Donc c'était un petit peu les raisons ultimes. À ce titre, on devait tous aider. Et puis maintenant, c'est plus vrai. Maintenant, beaucoup de gens commencent à comprendre que l'extrémisme, ce n'est pas de sortir de l'Union européenne, c'est d'y rester. Il y a d'ailleurs toute une série de sujets. J'en ai dressé 8 sujets fondamentaux qui ne sont pas abordés dans cette campagne européenne. Le premier, par exemple, c'est les élargissements. Il y a 9 États qui sont actuellement considérés officiellement comme candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Ça va avoir ce sont des sommes, des dizaines et des dizaines de milliards d'euros que ça va nous coûter au bout du compte. On n'en parle quasiment pas. Et même s'il y a ici ou là tel ou tel candidat qui dit je suis contre l'entrée de la Turquie, c'est Madame Marion Maréchal qui a dit ça, mais alors ça lui fait une belle jambe puisqu'elle veut rester dans l'Union européenne. La question c'est que ce n'est pas nous qui décidons. Ça n'est plus la France, nous ne sommes plus que 1 sur 27 et surtout c'est une construction qui est placée sous le magistère des États-Unis d'Amérique. On va parler de tout cela après juste une petite pause et on va continuer à parler avec François Asselineau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec François Asselineau, tête de liste Asselineau-Frexit aux Européennes et président fondateur de l'UPR. Alors, moi, je veux dire deux lois. L'article 55 de la Constitution française, dès 1958, stipule ceci. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Très bien. Et ensuite, Lisbonne, traité de Lisbonne, après le référendum, on sait qu'on s'est assis dessus avec le traité de Lisbonne, la République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il résulte du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. François Asselineau, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est n'importe quoi, c'est une farce. Non, oui, mais c'est ce que vous dites est extrêmement important parce que ça signifie que tous ceux qui prétendent, qui vont changer l'Europe en y restant, etc., en fait mentent aux Français. Il n'y a pas, si vous voulez, on n'est pas un peu enceinte. Soit comme c'est un proverbe turc qui dit ça, soit on est indépendant et souverain, soit on ne l'est plus. Et à partir du moment où vous voulez rester dans l'Union européenne, dans l'euro, ce qui est le cas de tout le monde, y compris Monsieur Bardella, y compris Madame Marion Maréchal,
y compris d'ailleurs Madame Aubry, à partir de ce moment-là, vous êtes cuit. Vous êtes obligé d'appliquer les directives de la Commission européenne. Un exemple fascinant, c'est celui quand même de l'immigration. Vous savez que l'immigration est devenue une compétence communautaire depuis le traité d'Amsterdam qui est entré en vigueur en 1999. Ça fait un quart de siècle, il y a 25 ans. On cache toujours aux Français que ce n'est plus la France qui décide de sa politique migratoire. C'est la Commission européenne. Et la Commission européenne, Madame Ylva Johansson, a annoncé il y a quelques mois, elle a dit qu'en 2022, il y avait eu en Union européenne 3 850 000 nouveaux migrants qui étaient venus, dont 3 500 000, c'est-à-dire 90%, qui étaient des migrants légaux. Les illégaux représentant seulement 350 000 personnes, enfin seulement si j'ose dire. Et l'objectif de la Commission européenne, elle l'a annoncé pour les années qui viennent, c'est de diminuer le nombre des immigrants illégaux et d'augmenter celui des migrants légaux à 4 millions de personnes par an, c'est-à-dire la population française tous les 17 ans. Face à ça, que disent des gens comme M. Bardella, Mme Marion Maréchal? Il faut écouter ce qu'ils disent à la loupe. Ils font comme Meloni en Italie. Ils escroquent en fait leurs électeurs parce qu'ils parlent de la lutte contre l'immigration illégale. Mais ils ne disent pas un mot de la politique officielle de la Commission européenne qui favorise l'immigration légale. Et je rappelle que le commissaire Jean-Paul Delevoye disait qu'il faudrait, pour sauver les retraites, il disait exactement 50 millions d'immigrés extra-européens d'ici 2050 en Europe, c'est-à-dire 10 millions en France. Voilà, donc ça, ces sujets-là sont quand même des sujets fondamentaux sur l'avenir de la nation. Ils ne sont pas traités et ils sont diabolisés avec une fausse opposition, une opposition de connivence entre M. Bardella et M. Macron. Macron qui nous explique que le Rassemblement national, c'est son ennemi, l'extrême droite, etc. Sauf que vous savez que M. Sébastien Chenu, il est vice-président de l'Assemblée nationale parce que les députés macronistes ont voté pour lui. Donc tout ça, ce sont des blagues, en fait. Vous savez, dans un pays comme la France, le véritable opposant, c'est celui qui est caché dans les médias. C'est pas celui qui est promu. J'ai parlé de l'immigration, mais il y a bien d'autres sujets. Il y a par exemple la question de l'euro et de notre économie. Ça n'est pas moi qui le dis, André Berkoff. C'est Marc Toiti, qui est un économiste célèbre. Que nous recevons ici souvent. Voilà, qui est quelqu'un d'intelligent. Il a expliqué que de toute façon l'euro va exploser. Il a même hasardé l'hypothèse que ça pourrait exploser dès 2025. Monsieur Patrick Artus, qui est aussi un très grand économiste, il a dit il y a quelques jours, il a dit que d'ici à 2050, le poids de l'Europe dans l'économie mondiale va s'effondrer. Est-ce que les Français se rendent compte du désastre dans lequel on va? Parce que je connais beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, vous voulez sortir de l'Union européenne, vous sortez de l'euro, vous vous rendez compte du désastre ?» Et moi je leur réponds « Mais est-ce que vous vous rendez compte si on y reste ?» Et il y a un sujet peut-être encore plus fondamental, si vous me le permettez. Oui. Ce sont les déclarations qu'a faites Mario Draghi, qui postule pour succéder à Madame von der Leyen. Oui. Et à mon avis, il y a de fortes chances, puisqu'elle a été reçue par Macron. Il a d'ailleurs comme projet l'Europe puissance. C'est comme par hasard le même slogan que Macron a retenu pour son discours de la Sorbonne. Et Monsieur Mario Draghi a dit qu'il fallait maintenant passer à vitesse supérieure et que l'Union européenne devienne un État. Mais si l'Union européenne devient un État, actuellement c'est une organisation internationale, si l'Union européenne devient, mettons, les États-Unis d'Europe, bon, ça veut dire quoi concrètement? Premièrement, ça veut dire que la France perd son statut de grande puissance à l'ONU. Elle perd son siège à l'ONU, au profit de l'Union européenne. Elle n'existe plus, en fait. Et d'ailleurs, vous découvrirez au passage comment les Britanniques, très malignement, comme toujours la perfide Albion, sont sortis de l'Union européenne tant qu'il était encore temps pour conserver leur siège permanent. Asselineau, quand vous dites que les gens ne savent pas, effectivement, ils se disent si on sort de l'Union européenne. Je crois que les gens ne sont plus là. Écoutez, on reçoit énormément ici à Sud d'appels, d'auditeurs, etc. Non, ils en sont plus là. Ils en sont à se dire, quelle que soit la chose, européenne ou quoi, ils n'y croient plus. Et ils ne croient plus même à la sortie. Pourquoi? Parce que quand ils voient le pouvoir d'achat, comme vous le savez, quand ils voient ce qu'on paye pour le pétrole, le gaz de schiste américain ou le pétrole indien, etc., parce que quand ils voient l'électricité qui est en train d'exploser, ils se disent, quelle que soit la Europe ou pas Europe, et le problème d'ailleurs qui se pose à vous comme tout homme politique,
c'est cette espèce de passivité résignée, en tout cas de beaucoup. Je ne dis pas que tous sont comme ça, et heureusement, mais beaucoup. Et vous le savez, ils n'y croient plus. Eh bien, justement, on est là pour leur donner de l'espoir. Vous savez ce que disait Charles de Gaulle, redressez-vous. Les gens qui viennent nous dire, oulala, mais qu'est-ce qui va se passer si ci ou si ça, qu'est-ce qu'on va avoir comme sanction, comme rétorsion. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui serait venu voir de Gaulle le 19 juin 40 en lui disant, mon général, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais avant que je m'engage, est-ce que vous pouvez m'expliquer quels vont être les coûts? Est-ce qu'il va y avoir des ponts qui vont être bombardés? Et puis comment on va faire pour que les Allemands repartent, etc. Non. Il y a des moments dans la vie des peuples et des nations, il faut savoir ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, comme disait aussi de Gaulle, il faut marcher droit vers la vérité, et la vérité, c'est la souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'on ne sortira pas de ce sujet tant que les Français n'auront pas compris qu'ils doivent reprendre les manettes. Et on a quand même beaucoup d'espoir. Qu'on vienne pas nous expliquer qu'on est trop petit. Regardez en Europe quels sont les pays qui se portent le mieux. Regardez la Suisse. La Suisse, la Norvège, l'Islande sont ceux qui sont au sommet de l'indice de développement humain dans le programme des Nations Unies pour le développement. Ce sont justement les 3 États d'Europe de l'Ouest qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Eh bien, Général Asselineau, on verra ce que feront vos troupes, on verra quels effectifs, et on verra, voilà, on vous suivra. On vous suivra, je veux dire, non pas on vous suivra en tant qu'approbation, mais on vous suivra effectivement dans vos efforts. En tout cas, vous en parlez, vous avez pu en parler. Merci. Merci beaucoup, André. Merci François Asselineau d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes tête de liste Asselineau-Frexit aux élections européennes. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant avec Virginie Juron. On va parler de conflit d'intérêts au Parlement européen. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.